Bonjour à tous. Donc cette année, la thématique, c'était patrimoine des itinéraires, des réseaux et des connexions. Et pour le protestant, et il y a deux thématiques chaque année. La deuxième, c'est patrimoine maritime. Alors, on aurait été à Rouen, Le Havre, Marseille, Bordeaux. J'aurais insisté sur le côté maritime. Là, on va insister sur l'autre thématique. Et d'un autre côté, en même temps, parce que sinon, on va partir dans tellement de directions que je vais vous assommer, vous perdre. Voilà. Donc, voilà. Et puis, on va faire des allers-retours entre la grande histoire européenne, française, et puis l'histoire du protestantisme dans le Mantois en particulier, et puis dans le nord des Yvelines en général. Voilà. Alors juste avant ça, j'aime bien cette punchline. Alors pour ceux qui ont fait du droit, ils ont entendu parler de Jean Carbonnier, qui a été un des grands pontes du droit civil dans les années, on va dire, 60, 70, 80. Et même dans les années 2000, on parlait encore de ses cours. Il a été doyen à Paris, fac de droit, pas très longtemps, mais résultat, il a toujours gardé le surnom de doyen Carbonnier. Et surtout, il a été inspirateur et rédacteur de lois en matière de droit civil. Voilà, donc c'est voilà, pas sorti de n'importe où, même si les non-juristes, voilà, ne le connaissent pas. Et donc, il écrit dans un livre qu'il consacre, qui s'appelle Coligny ou les sermons imaginaires. En gros, il appelle ça des sermons imaginaires parce qu'il dit c'est pas de la religieuse que je veux dire en quelque sorte, enfin c'est pas théologique, ça concerne la politique du protestantisme. Et il dit voilà, c'est pas digne d'être dit en chair, c'est pas ce qu'on doit prêcher le dimanche. Et il prend l'exemple de Coligny. Coligny, c'est la première victime de la Saint-Barthélemy en 1572. C'est l'assassinat de Coligny qui déclenche la Saint-Barthélemy en fait. Voilà. Et qui avait ce double statut, et c'est pour ça que Carbonnier utilise cette figure-là, d'être à la fois l'un des grands chefs du parti protestant. Avant que Henri IV émerge comme le principal leader, eh bien, Coligny est l'un des grands chefs du parti protestant. Il est amiral de France. Et en même temps, l'amiral de Coligny, il est serviteur d'un État catholique. Voilà. Donc il a cette double... Et donc Carbonnier, en tant que grand juriste protestant français, donc français et protestant, il utilise cette figure-là. Et donc il dit « L'histoire du protestantisme français est traditionnellement présentée comme l'histoire d'une résistance ». Alors ça, c'est un mot, le protestantisme, qu'on aime beaucoup et qu'on verra à la fin. L'expression est juste, à condition d'être étendue dans toute sa profondeur. Résistance non pas seulement à la violence de l'oppression, aux bûchers et aux dragonnades, non pas seulement aux séductions de l'accommodement, cette préhistoire de l'œcuménisme, du colloque de Poissy, qu'on va voir tout à l'heure, jusqu'à la veille de la révocation de l'édit de Nantes, combien il y a eu de ces tentatives. Mais encore et surtout, résistance de chacun à soi-même, à la faculté française de ne pas être protestant. Tant de périls, et en dépit de tout et de tous, toujours un peuple protestant. C'est le sens ultime de cette histoire, le miracle d'être toujours là. C'est la grâce d'un autre Israël, grâce donnée, non pas conquise. Alors, je ne vais pas tout détailler, parce qu'il y a tellement de choses, mais l'association, y compris le fait que les protestants français se soient, dans leur imaginaire, associés à l'histoire juive, et ça, on va le revoir, ça a une importance énorme quand on va comprendre l'attitude de beaucoup de protestants pendant la Seconde Guerre mondiale. Dans cette citation, voilà, je ne vais pas tout développer, mais il y a énormément de choses, et donc c'est pour ça que je la ressors régulièrement. Avant de commencer vraiment sur la thématique itinéraire, réseau, petite introduction sur pourquoi la réforme protestante. Il faut bien comprendre que, bon, Luther, la date symbolique, c'est 1517. Le mot réforme, dans l'Église catholique, il y en a plein au Moyen-Âge, avant, après la réforme protestante, et elle ne donne pas lieu à la création d'églises séparées de Rome. Et d'ailleurs, la séparation catholique-protestante, c'est pas la même chose que la séparation catholique-orthodoxe. Alors, si vous voulez, à la fin de l'Empire romain, bon, il y a une partie de l'Empire romain qui fait son culte en latin, qui est dans des régions de langue latine, qui est sous l'autorité du patriarche de Rome, qu'on va appeler le pape avec le temps. Et puis à l'Est, on a une chrétienté en langue grecque, qui est sous l'autorité du patriarche de Constantinople. Chacun va évoluer de son côté, certains avec l'alphabet latin, d'autres avec l'alphabet grec, etc. Chacun fait sa vie de son côté, puis à un moment où il y a une brouille, on va se considérer que, bon, on n'est plus... On s'excommunie réciproquement, mais en même temps, ça fait déjà des siècles qu'on évolue chacun de son côté. Et puis les croisades vont achever ça. Mais ce n'est pas une disputation foncièrement théologique. Le schisme catholique-protestant, ça va plus ressembler à ce qui s'est passé justement dans l'orthodoxie entre les byzantins grecs orthodoxes et les orthodoxes syriaques et coptes égyptiens, mais
Je ne vais pas vous emmener sur ce terrain-là. Voilà. On partirait dans tellement de choses. Alors, voilà. Donc, juste, très rapidement, une petite introduction. Une réforme, il y en a plein, mais pourquoi faire ? Il faut bien comprendre déjà dans quel univers va évoluer Luther, Calvin et consorts. Le protestantisme du XVIe siècle n'est plus celui du XXIe siècle, et bien le catholicisme du XVIe siècle n'est pas celui du XXIe siècle. Il faut bien comprendre que déjà, on est dans une religion qui, à l'époque, insiste énormément sur la dévotion au saint, à la Vierge. On va me dire que ça existe toujours, oui, mais l'insistance est encore plus forte, et sur la vénération de tout un ensemble d'objets ou de restes de corps qui sont censés avoir appartenu à des saints, à la Vierge Marie, etc., etc., etc. Pour vous donner un exemple, Calvin, qu'on présente comme quelqu'un de froid et un théocrate implacable, a fait un livre à l'époque de la Réforme qui s'appelle « Le traité des reliques » et qui dit « Je me suis amusé à compter le nombre de crânes de Saint Jean-Baptiste qu'il y a en Occident, il y en a 12, donc il y en a au moins 11 de faux. Quant au reste de la croix, il y en a tellement qu'on pourrait planter une forêt. Et pour ce qui est des restes du lait de la Vierge, il y en a tellement que si la Vierge eût été une vache et qu'elle eût allaité toute sa vie, elle n'aurait pas pu en extraire autant. » À peu près ça en français du XVIe siècle, je résume. Donc voilà, Calvin est aussi quelqu'un qui peut se montrer très piquant, perspicace, et voilà. J'y reviendrai après. Alors voilà, il y a plein de réformes, et notamment dans les ordres ecclésiastiques, voilà, quand on a une règle, par exemple, qui insiste sur la pauvreté, sur le travail, etc., et que les moines, au fur et à mesure des siècles, sont de plus en plus opulents, notables et autres, eh bien, on fait une réforme. On dit, bah non, il faut revenir à la règle, à la pauvreté, etc., etc., et voilà. Donc si ça avait juste été, parce que souvent on a l'image de la réforme protestante, une image laïcisée, en disant ouais, mais parce que l'Église du XVIe siècle a tellement de désordre, il y a des prêtres qui passent dans leur paroisse juste pour récolter les dîmes, des évêques qu'on voit presque jamais, ils sont mal formés. On a un texte qui dit à peu près ceci, ah bah tiens, l'évêque passe dans son diocèse pour rappeler l'importance du célibat des prêtres, et il repart en courant poursuivi par les femmes et enfants des prêtres. Bon, si c'était juste ça, la contre-réforme, ce qu'on appelait la contre-réforme, la réforme catholique aurait suffi, puis on referme la parenthèse protestante, et puis voilà. Non, la question numéro 1, à l'époque de Luther, c'est la question du salut, de la vie éternelle. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'à l'époque de Luther, on sort de l'époque des grandes pestes aussi. Nous, on a eu peur avec moins de 1% de morts avec le Covid. Imaginez des sociétés où 30-40% des gens meurent en quelques décennies. Ça, c'est une moyenne. C'est-à-dire dans des localités, on peut avoir 50-60% de morts. C'est horrible, c'est terrible. Et ils n'ont aucune réponse. Nous, on a été surpris par la vitesse à laquelle on a produit des vaccins et autres. Ça a attiré la méfiance de certains. Mais eux ne sont totalement désemparés. Voilà. Et donc, on est dans une société traumatisée par ça, traumatisée par l'avance des Turcs dans les Balkans qui vont jusqu'aux portes de Vienne. Et on se dit, mais si Dieu nous envoie ses ennemis qui convertissent à l'islam et qui nous châtient autres, c'est qu'on a dû faire quelque chose de mal. Traumatisé aussi par le schisme qu'il y a eu entre les papes de Rome et les papes d'Avignon, en se disant, il y a quelque chose qui ne va pas. Voilà. Et par rapport à cette angoisse aussi liée au salut, eh bien, l'Église catholique a inventé autour du XIIe siècle un troisième lieu après la mort. Ce tableau-là, c'était une représentation de l'enfer. Alors c'est juste avant Luther, 1470, on n'est pas loin de la naissance de Luther. Donc fait par un peintre des Pays-Bas, Dirk Boots, et c'est la chute des damnés. On voit des damnés qui sont torturés par des diables, des démons, voilà, avec cette idée qui n'est pas une idée biblique, que l'enfer c'est un peu le paradis du diable. Il est souverain, il fait tout ce qu'il veut. Alors que l'Apocalypse nous présente au contraire l'enfer comme le lieu du jugement du diable, où il est condamné avec les démons, et tous ceux qui les auront suivis, mais ce n'est pas le royaume du diable en quelque sorte. Bon, voilà. Et donc, face à cette peur-là, si vous voulez, la majorité des gens se disent « oui, je suis catholique, je crois en Dieu ». Mais à côté de l'image des saints qu'on nous donne, je suis très loin, j'ai menti, j'ai péché, j'ai peut-être tué, j'ai peut-être commis l'adultère et autres. Et les gens ne se sentent pas à l'aise. Alors on les pousse à communier à Pâques, mais la plupart du temps, quand ils assistent à la messe, seul le prêtre va prendre l'Eucharistie. Voilà. Et donc, l'une des solutions, c'est le purgatoire. Le purgatoire, un lieu où on va souffrir pendant des siècles ou des millénaires pour expurger ses fautes, avec comme espoir à la fin d'aller jusqu'au paradis. Mais c'est pas très vendeur quand même de dire vous allez souffrir pendant des siècles, des millénaires, etc., etc., peut-être des dizaines de milliers d'années. Et donc,
l'Église catholique propose ce qu'on appelle des indulgences. C'est une remise de peine. Voilà. Alors, si je fais un pèlerinage, alors souvent on va penser Rome, Saint-Jacques-de-Compostelle, Jérusalem et autres, mais à l'époque, Air France n'existait pas, il n'y avait pas les autoroutes, etc. C'était très loin, très périlleux, chaque rivière pouvait être dangereuse, les attaques de loups, etc. Donc il y avait des pèlerinages plus locaux. Alors ici, il y avait par exemple le Mont-Saint-Michel, mais il y avait d'autres pèlerinages un peu partout. Bien, si je vais jusqu'à là-bas, si je me confesse sur place, que je prends l'Eucharistie et autres, je vais avoir le droit à une indulgence, une remise d'année de purgatoire par le pape. Cette indulgence peut être pour moi ou pour un proche. Luther, quand il va à Rome, lui, c'est pour son grand-père qu'il demande une indulgence. Et donc, on peut faire tout un tas de choses comme ça. Et ça rentre en collision avec ce qui se passe en Allemagne. En Allemagne, on a un empire qui est, on va dire, un empire fédéral, voilà, avec l'empereur qui doit être réélu par des grands princes, des archevêques, des ducs, des comtes et autres. Et pour être sûr d'être élu, que ce soit toujours la famille des Habsbourg qui soit réélue, bon, bah, on donne un peu d'argent aux électeurs, comme ça, ça facilite les choses. Et donc, en Allemagne, il y a un accord entre l'empereur et le pape qui est de dire on va vendre les indulgences, 50-50, une partie pour la construction de Saint-Pierre de Rome pour le pape et une partie pour l'empereur pour rembourser les banquiers qui ont avancé la corruption au prince électeur. Et donc, là, ça va rentrer en collision violente avec ce que vit Martin Luther. Alors, Martin Luther est un moine augustin allemand. Et lui, bon, il a connu une expérience, alors on raconte souvent sa conversion, il est sur un chemin, il y a de l'orage, il a peur de mourir, et il fait un vœu à Sainte Anne, la mère de la Vierge, en disant « Si je survis, je me fais moine ». Il survit. À l'époque, on pouvait trouver une solution pour échapper à son vœu, des dons, des choses, etc. Mais lui, il l'applique contre l'avis de son père, son père, c'est un petit notable, c'est un petit peu l'ancêtre des classes moyennes, si vous voulez, et qui avait de l'ambition pour son fils. C'était pas une famille de paysans pauvres, et qui est pas du tout content, mais il s'y tient. Il devient docteur en théologie, donc quand même, il enseigne, etc. Et il a un gros problème, c'est qu'il n'a pas la conviction d'être sauvé. Il n'a pas la conviction qu'après sa mort, il ira au paradis, alors que bon, il fait des jeûnes, etc. Il a une ascèse très rigoriste. Et son supérieur lui conseille de lire Saint Augustin et l'Épître aux Romains. Et dans l'Épître aux Romains, il va trouver un réconfort. Alors, là, on va vite fait quitter Luther, parce que ça va faire long comme introduction. Mais donc, notamment, ce passage symbolique, étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. C'est à lui que nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Et donc forcément, pour Luther, il va avoir cette conviction que toutes les bonnes œuvres, comme on va dire, ne permettent pas d'aller au paradis, parce que l'humain est limité, parce qu'on appelle le péché, toutes ces œuvres sont marquées par le péché, et il ne peut pas, par ses propres efforts, compenser ses péchés. Et donc, il va s'en remettre à la grâce de Dieu. Et il va l'écrire, il va condamner le fait que certains pensent, alors encore plus par l'achat d'indulgence, alors là pour lui c'est vraiment l'abomination totale, mais même par leurs bonnes actions, dire moi je mérite mon paradis. Et donc il va écrire notamment, car ce n'est pas comme le pense Aristote en agissant bien que nous sommes rendus justes, à moins qu'il ne s'agisse de la justice des hypocrites, mais en devenant justes que nous sommes rendus capables de bien agir. Il faut d'abord que l'homme soit transformé, ensuite ses œuvres le seront. L'idée de Luther, c'est de dire, voilà, j'accepte que Jésus a fait tout le boulot pour moi, qu'il a payé ma dette, qu'il est mort à la croix pour moi, pour mes péchés, et que lui étant saint, je lui ai donné mes péchés, mais lui me donne sa sainteté, qu'il me donne la justice de Dieu. Étant rendu saint par Jésus, j'ai le droit d'accès au paradis, et maintenant, certains vont dire, ah bah c'est simple Luther, tu peux ripailler, d'ailleurs Luther, maintenant il va se marier, il va boire, manger, il va prendre du poids, etc. Et on va dire, vous voyez, c'est un ripailleur maintenant. Et bien lui va dire, non, justement, puisque gratuitement j'ai reçu le salut, c'est pas pour des comptes d'apothicaire que je vais faire des bonnes œuvres en disant, est-ce que mes bonnes actions vont compenser le mal? C'est gratuitement que pour Dieu, je vais faire le bien. C'est l'idéal luthérien. Après Luther, on va s'apercevoir que certains vont se dire, bon, bah, pas besoin de se casser la tête, on est sauvé par grâce. Voilà. Et en tout cas, cette conviction sur le salut rencontre cette angoisse qui est partagée par des millions de gens en Europe. Et c'est ce qui va expliquer qu'avec l'imprimerie à l'époque, c'est pas l'imprimante laser, mais quand même, ça va permettre d'accélérer énormément la diffusion des écrits.
l'imprimerie et aussi toutes les gravures, les lithographies qu'on peut faire. On grave des plaques de bois ou des plaques de métaux, on met de l'encre dessus et on imprime sur du papier. Et là, on va avoir des illustrateurs, des artistes qui vont œuvrer pour lui et qui, soit par l'écrit, soit par l'image, vont diffuser rapidement ces idées. Et on est surpris à l'époque de Luther. Alors, c'est pas à la vitesse des réseaux sociaux non plus, il faut quelques années pour que ça arrive en France. OpenAI, ChatGPT est arrivé bien plus vite chez les élèves en Europe. Voilà, en quelques mois, c'est passé des États-Unis à l'Europe. Là, ça met un peu plus de temps, mais quand même, c'est super rapide. Et résultat, la réponse papale va être très rapide parce qu'on va s'apercevoir que la caisse se vide rapidement. Cet argent des indulgences qui venait d'Allemagne va diminuer rapidement. Et donc voilà, ça va donner lieu à un affrontement très net entre Luther et la papauté. Ça va donner l'émergence en Allemagne. C'est la première réformation en Allemagne, c'est que comme c'est un empire fédéral où l'empereur a la primauté sur ses grands comtes, ducs, etc., mais il n'a pas un pouvoir absolu comme le roi de France, eh bien, chacun des grands nobles va dire bah, moi, ma principauté, elle reste catholique, ou au contraire, elle devient luthérienne. Et Luther, ses idées vont se diffuser comme ça, mais là où vraiment les églises luthériennes en Allemagne vont être instituées, c'est là où il a la protection des grands nobles. Voilà. Et donc, on va avoir une Allemagne divisée. Globalement, le nord, comme vous le voyez, en orange est luthérien. Le sud, en dehors du Bade-Württemberg, là, du côté de Stuttgart, et l'ouest est plutôt resté catholique. Voilà. Et ce modèle-là, cette première réformation, sous l'influence des princes, va se propager en Europe du Nord, où le roi du Danemark, qui contrôle aussi la Norvège, l'Islande, et le roi de Suède, qui contrôle aussi la Finlande, vont imposer le luthéranisme. En Angleterre, c'est un peu plus compliqué, il y a des allers-retours, mais les rois d'Angleterre, globalement, vont imposer aussi ce qu'on va appeler la Via Media Anglicana, la voie médiane anglicane, qui va être une église qui, en termes de foi, est protestante, mais en termes de cérémonie et d'hierarchie, va rester assez catholique. Et ça jusqu'au 19e, et au 19e, il y a même un retour de certains vers le catholicisme. Voilà. Donc ça, c'est la première réformation. Le long du Rhin et en Suisse, on va avoir un autre type de réformation, parce que, bon, Luther, il a ouvert une porte, mais il y en a plein qui vont s'engouffrer dedans. Vous allez avoir des réformateurs alsaciens, suisses et autres, même italiens. Bon, en Italie, ça va être dur pour eux, donc ils vont avoir tendance à partir. Dans ces villes-là, qui sont souvent des cantons ou des villes libres de l'Empire allemand, eh bien, les autorités de la ville entendent parler des idées nouvelles qui répondent assez bien à ce qu'ils pensent sur certains sujets, au moins. Ils invitent des réformateurs qui vont aller de ville en ville, d'où l'idée itinéraire, connexion et réseau de cette thématique des journées du patrimoine. Et on organise sur 2-3 jours ce qu'on appelle une disputation. Un représentant du clergé catholique ou des représentants des réformateurs protestants, ils débattent et à la fin, les magistrats qui gouvernent la ville se disent on vote, est-ce qu'on passe à la réforme ou pas? Et ça, c'est le modèle des villes comme Zurich, comme Bâle, comme Lausanne, mais aussi certaines villes d'Allemagne qui vont passer comme ça à la réforme. Genève, c'est un peu plus compliqué parce que Genève étant une terre du duc de Savoie, le duc de Savoie fermement catholique veut maintenir le catholicisme, mais sauf que les Genevois, eux, vont recevoir l'appui des Bernois qui, eux, sont passés à la réforme protestante. Et grâce aux troupes de Berne, ils vont repousser plusieurs fois les tentatives de reconquête savoyarde et ils vont pouvoir y maintenir la réforme. Mais ça ne veut pas dire que Calvin est loin d'y être au départ en terrain conquis. Ça a été assez compliqué pour lui, là-bas, au départ. Et donc voilà. Et alors, se dessine une Europe avec le nord luthérien, sauf l'Angleterre qui est avec le Pays de Galles qui est anglicane, et puis les églises réformées, et je vais parler un peu de Calvin plus tard, je vais laisser pour la suite, qui sont issus à la fois de ces réformateurs suisses, alsaciens et de Calvin. Eux vont conquérir une bonne moitié de la Suisse, quelques territoires un peu en Allemagne, les Pays-Bas du Nord, ce que nous on appelle les Pays-Bas aujourd'hui, mais qui s'appelait à l'époque les Provinces-Unies, parce qu'à l'époque les Pays-Bas c'est Belgique plus Pays-Bas actuels de maintenant, et l'Écosse. Et quand on parle de réseau, etc., de diffusion, bon, il y a l'imprimerie, il y a tout ça qui permet, mais il y a aussi des réseaux humains, et par exemple, il y a un Écossais qui s'appelle John Knox, qui va aller auprès de Calvin, qui va être à Genève, etc., qui va repasser par la France, qui va avoir un ministère de pasteur à Dieppe, par exemple, donc il ne doit pas être passé très loin d'ici,
et qui va amener contre l'avis de la reine, là c'est vraiment à l'opposé de ce qui se passe au Danemark et en Suède, contre l'avis de la reine, il va amener la réforme protestante, il rencontre des soutiens, parce qu'il y a plein de gens qui, ça rencontre leur aspiration, et la reine va devoir fuir en fait. Et là, c'est au contraire, à la différence de l'Europe du Nord, c'est en Écosse la réformation contre le souverain. Et il y a des catégories sociales qui sont davantage touchées que d'autres. Il y a des ordres religieux qui sont plus touchés par la réforme que d'autres, notamment les moines augustins, l'ordre de Luther, ce qui fait que parfois ils sont suspects, même s'ils ne sont pas devenus protestants. Au début, on ne sait pas exactement, il n'y a pas encore une église protestante, une église catholique, qui est passé quoi, qui a telle idée, voilà. Et puis il y a des professions. Alors forcément, les lieux où le commerce, l'artisanat, le transport sont répandus, eh bien, les livres circulent, les imprimés, les feuillets circulent, grands feuillets, petits feuillets, voilà. Et donc ces milieux-là vont être plus facilement touchés. Et vous allez me dire, on n'a toujours pas parlé du Mantois. Pourquoi dans le Mantois ? Eh bien, on est entre Paris et la mer. Et on est entre Paris, port fluvial, et le port fluvial et maritime de Rouen, le port fluvial du Havre qui vient d'être créé en 1517, l'année où Luther placarde ses 92 thèses sur la porte de l'église de Wittenberg. Les bateaux circulent, les idées circulent aussi, les marchands, les artisans font diffuser leurs produits, et les idées se diffusent. Et en France, le protestantisme, dans les terroirs vraiment paysans, il n'est pas très répandu, sauf dans des secteurs autour, eh bien, je vais revenir après. Vous avez le Dauphiné, par exemple, c'est alors la sorte de banane rose, c'est ce qu'on va appeler le croissant réformé ou le croissant huguenot, qui part du Dauphiné, du côté de la Drôme. Après, on a un petit peu en face, dans une partie de l'Ardèche, chaque point représente une église réformée, juste avant les guerres de religion. Après, on a un énorme nuage au niveau des Cévennes, le Gard et une partie de la Lozère. Si tu veux, regarde, là tu peux faire une petite lumière, et comme voilà. ça tu peux nous montrer. Donc là, que je vise juste. Ça marche pas sur l'écran. Bon, pas grave. Et ça va se poursuivre jusque dans les Charentes, le Poitou. On a dans les Cévennes, dans la Drôme, dans le Poitou, des îlots comme ça, paysans. Et si vous vous demandez pourquoi, proche de la frontière espagnole, eh bien, il y a autant de réformés, eh bien, c'est parce que la mère du futur Henri IV, la reine de Navarre, est protestante. Elle fait passer le Béarn au protestantisme. À l'époque, elle est reine de Navarre parce qu'elle doit contrôler le Béarn et la Navarre espagnole, sauf que la Navarre espagnole était conquise par les rois d'Espagne, donc elle n'a plus que le Béarn français, mais c'est pour ça qu'on parle des rois de France et de Navarre. Pendant un certain temps, les rois de France, depuis Henri IV, sont rois de France et roi de Navarre. Donc Pau devient une citadelle protestante. Et on a aussi quelques terroirs protestants, ou en tout cas où il y a une forte minorité protestante, et on s'aperçoit là, parmi les paysans, que la profession qui revient régulièrement, ce sont les vignerons. Alors, au nord de la Loire, forcément en Champagne, mais vous allez retrouver aussi du côté de Nanteuil-les-Maux, Asnières, Châtillon. Alors pour nous, Asnières aujourd'hui c'est la banlieue parisienne, mais forcément à l'époque c'est la campagne. Et dans le Mantois, 30% des protestants du Mantois sont des vignerons. Voilà, alors je ne sais pas exactement la raison, mais... Et donc, cette diffusion de la réforme protestante se fait dans une période de persécution. Il faut bien y penser qu'il y a... quelque chose comme, je crois, 500 bûchers avant les guerres de religion. Et donc, on a cet îlot-là, on voit la limite de la Normandie et de l'Île-de-France s'étache, et puis, par exemple, Catherine de Médicis autorise la construction de temples à Limay, à Averne. Et puis ici, on a un seigneur puissant sur la fin des guerres de religion qui va protéger les protestants du secteur, c'est Sully, le duc de Sully, qui a fait construire un château à Rosny-sur-Seine. Alors j'ai trouvé aussi, alors c'était pas dans un bouquin d'histoire, c'était dans un article de presse, que Henri IV aurait assisté plusieurs fois au culte, aux prêches à Mantes-la-Jolie. Voilà. Et cette diffusion de la réforme fait espérer pour certains un passage de la France au protestantisme. Vous avez ici la part de protestants sur une première ligne français, et j'ai mis l'Alsace à part, puisqu'à l'époque de la réforme, l'Alsace n'est pas française, elle fait partie de l'Empire germanique. Voilà, alors... En 1562, au moment où les guerres de religion débutent, on arrive à 12,4% de protestants. Voilà, ce qui est le summum, et jamais plus ce sera atteint. 2 millions de personnes.
Voilà. Et on s'aperçoit en 1598, après les guerres de religion, on n'a plus qu'1 million. Alors, il n'y a pas eu 1 million de morts. Il y a eu certains qui ont fui, et ça, on va y venir, justement. Certains qui sont morts, et puis beaucoup qui, notamment face à la sauvagerie de la Saint-Barthélemy, se sont convertis au catholicisme, et plus jamais ne reviendront protestants. La peur suscitée a été tellement énorme. Et donc, la deuxième chose autour des itinéraires, après la diffusion de la Réforme, c'est l'exil. Là, vous avez une carte. Cette carte-là, c'est le XVIe siècle, donc c'est la première moitié du XVIe siècle jusqu'en 1562. La Réforme se diffuse en France, malgré la persécution des rois. Et puis 1562-1598, eh bien, c'est la période des guerres de religion où le nombre de protestants français va être divisé par 2. Et déjà, donc, on a des départs un petit peu alors, vers des destinations un peu exotiques, la Russie, etc. Mais c'est surtout vers l'Empire germanique, l'Empire allemand, les Provinces-Unies, les Pays-Bas du Nord qui vont basculer dans le protestantisme, l'Angleterre, forcément, quand on est à Mantes-la-Jolie ou en Normandie, l'Angleterre, c'est plus facile d'y avoir accès que Genève, et puis la Suisse. Certains vont aller même jusqu'au Danemark et en Suède, mais à cette époque-là, c'est pas encore non plus énorme. Genève est là, et donc justement, Genève, c'est la ville de Calvin. Calvin, c'est la 3e réformation. Après la réformation par les princes qui font passer leur royaume ou leur principauté au protestantisme, après la réformation par les conseils de ville qui font, après un débat, basculer leur ville au protestantisme, Calvin, lui, eh bien, c'est la réformation de la persécution endurée, la réformation des réfugiés qui n'ont plus de protection officielle, qui ne sont plus protégés par leur propre roi, qui les persécutent, et qui doivent mettre leur confiance en Dieu seul. Ou voir dans les nobles qui sont passés dans le protestantisme, parce qu'une part des nobles importante aussi a basculé dans le protestantisme, ce qui est un sujet des guerres de religion forcément, parce que ces nobles-là veulent défendre armes à la main le protestantisme. Calvin, par rapport à Luther, je ne vais pas rentrer dans les différences théologiques, mais d'abord, lui, sa première originalité, c'est qu'il veut que son Église soit indépendante du pouvoir politique. Luther, lui, a installé des églises grâce au soutien de ducs, de comtes, etc. Donc, qui ont un poids énorme dans l'Église. Calvin, lui, doit se battre avec le Conseil de Genève. Le Conseil politique veut choisir qui a le droit de prendre la Sainte Seine ou pas. Et Calvin dit non, c'est au Conseil des anciens de l'Église de donner un jeton ou pas à chacun pour savoir si le dimanche, à l'époque de Calvin, ils le font 4 fois par an, s'ils peuvent prendre la Sainte Seine, l'Eucharistie. Et ça a été, Calvin doit partir une première fois de Genève, donc ça ne s'est pas fait si facilement que ça. Deuxièmement, eh bien justement, le consistoire, le Conseil des anciens de l'Église, va contrôler la morale. Et donc, c'est les anciens du Conseil de l'Église qui vont aussi aller chez les fidèles, essayer de voir est-ce qu'ils ont une vie qui reflète les idéaux de la Réforme. Et puis, la troisième chose, c'est une conception de l'espace qui est différente, parce que forcément, quand je suis à la tête de l'Église du duché de Hesse en Allemagne, mon horizon géographique, c'est le duché de Hesse, il y a les relations avec l'empereur germanique, mais voilà. Là, non, Calvin, lui, il ne va pas réformer Genève, il va réformer depuis Genève, et notamment, il va réformer la France. En tout cas, la minorité protestante de France. Calvin n'est pas le théocrate de Genève, il est d'abord un vaincu de l'histoire, un exilé, et on le voit dans ses sermons. Le problème de l'image qu'on a de Calvin, souvent, c'est qu'on a analysé notamment son pavé, l'institution de la religion chrétienne, qui va travailler et retravailler pendant plusieurs décennies, comme si que Calvin, sa théologie, c'est comme ça, un tout logique, cohérent d'un bout à l'autre, alors qu'en fait, quand on lit ses sermons, il prêche tous les jours, et parfois plusieurs fois le dimanche. S'il est malade, parfois on le transporte sur son lit, on soulève le lit, et comme ça, il peut prêcher. Eh bien, on s'aperçoit d'une vision beaucoup plus intime du Calvin, dont souvent on a une idée très formatée. Et pour lui, eh bien, pour ces protestants qui sont prêts à fuir, qui n'ont pas de résidence fixe, eh bien, il va écrire. Et notamment, il va écrire, je vous lis un passage de sa prédication, alors c'est du français du XVIe, je vais essayer de le traduire. Il écrit peu de temps avant sa mort, en 1562, donc l'année où éclatent les guerres de religion. « Tant souvent, nous avons été tellement oppressés qu'il semblait bien que nous ne puissions jamais échapper, car nos ennemis se sont trouvés si forts et d'un tel vouloir qu'ils nous pouvaient manger 100 000 fois à un grain de sel, comme on dit. En quelle détresse s'est trouvée l'Église de Dieu parfois. Et je puis dire qu'il y avait 20 ans et quasi 30 que j'ai été en cette détresse-là, que j'eusse voulu être quasi mort pour ôter ces angoisses de devant mes yeux,
pour le moins juste désirer d'avoir la langue coupée pour ne point dire le mot, c'est-à-dire le mot de l'abjuration. Et donc, le premier réseau des itinéraires de la diffusion du protestantisme vient celui de l'exil. Alors ça, c'est l'exil jusqu'aux guerres de religion. Pendant le XVIIe siècle, les protestants vont vivre sous le régime de l'édit de Nantes. Alors, je ne vais pas y trop développer parce que là, sinon, on va y passer énormément de temps. Ça, ce sont les cartes faites pour l'époque de l'édit de Nantes, mais il faut bien comprendre que l'édit est proclamé par Henri IV en 1598. Il n'y a plus de persécution contre les protestants officiellement. Le culte catholique doit être établi partout. Par contre, le culte protestant ne peut être établi que dans certains endroits, selon des règles très précises. Les magistrats locaux, parfois, sont de mauvaise volonté. Dans tel village d'Auvergne, où il y a la majorité des protestants, non, on va vous mettre le temple à 1200 mètres d'altitude dans un bourg où il n'y a que 4 familles protestantes pour bien vous casser les pieds. On ne peut pas mettre le temple en pleine ville, donc à Paris, il sera à Charenton. Pour nous, du Charenton, bon, c'est pas très loin en métro. Ouais, mais à l'époque, on est à pied. Donc ça va mettre du temps. À Rouen, il va être à Quevilly. Alors celui de Quevilly, on le connaît bien parce que, en fait, c'est un des rares temples, comme ils ont été détruits, dont on garde les plans. Donc si vous allez dans le protestantisme, dans le musée du protestantisme en Haut-Languedoc, dans le Tarn, vous allez avoir au sol le plan du temple de Quevilly, parce qu'il n'y a pas d'autre temple. Voilà. Et à Bordeaux, il faut traverser des rivières, on vous retire les planches des ponts, ou on vous jette des œufs quand vous passez devant. Vous devez quand même décorer votre maison pour la fête Dieu, où on passe avec l'hostie, le Saint-Sacrement, etc. dans les rues, même si vous êtes protestant, vous devez quand même payer la dîme à l'Église catholique. Donc voilà, c'est pas la loi de 1905 non plus, faut pas, voilà. Mais c'est déjà un progrès, et c'est déjà une forme de séparation de l'Église-État, parce qu'on doit gérer un pays où il n'y a pas une seule confession. Tant qu'il y avait 0, quelques pourcents de juifs, bon, ils étaient marginalisés, Là, quand on commence à avoir quelques pourcents d'une autre religion, dont certains sont des magistrats, etc., on doit apprendre la coexistence religieuse. Et donc, on est obligé de dissocier un peu, même si ce n'est pas beaucoup, la religion dominante, ici l'Église catholique, de la religion de l'État. Et donc, en 1685, ça fait déjà 24 ans, et là je fais un bond de 80 ans, que Louis XIV trouve toutes les raisons juridiques possibles et imaginaires pour réduire toutes les clauses d'application de l'édit de Nantes. Il y a de moins en moins de temples. Et puis, à l'époque de l'édit de Nantes, eh bien, le protestantisme français a encore perdu 200 000 membres. Il y a plein de raisons pour cela, notamment parce que les protestants sont très représentés en ville, et à l'époque, en ville, on y meurt beaucoup. Alors, on a bien vu comment avec le Covid-19, les zones les plus denses pouvaient être très touchées parce que la promiscuité faisait qu'ils se diffusaient vite. À l'époque, les épidémies se propagent beaucoup plus en ville, et donc voilà, c'est l'une des raisons parmi d'autres. Faut bien penser aussi que dans la grande noblesse, à partir du moment où le roi finalement redevient catholique, si on veut des promotions, si on veut des places importantes, il faut mieux être catholique. Et quand on est un grand noble, quand on est un noble et qu'on se convertit, souvent on entraîne avec soi plein de dépendants. Et comme la conversion de certains nobles au protestantisme avait amené leurs dépendants, et notamment des paysans, à se convertir, eh bien, leur retour au catholicisme amène certains vers le catholicisme. Et donc, voilà, 1685, là, c'est clair, net et officiel. Louis XIV dit, puisqu'il y a de moins en moins de protestants, on ferme la parenthèse protestante, toute la France devient catholique. Il fait une exploitation politique du religieux. Et les évêques tombent dans le panneau, ils le suivent. Lui, c'est un roi, une foi, un peuple. Voilà. Et sauf que sur les 800 000 protestants qui restent en France à l'époque, il n'applique pas ce qu'ont fait d'autres, comme les rois de Bavière, de dire, nous, on veut que notre pays reste catholique. La Bavière, vous avez le choix. Vous pouvez partir, mais si vous restez, vous devez vous convertir au catholicisme. Louis XIV interdit aux protestants de partir. Les seuls qui ont le droit de partir, c'est ceux qui sont dangereux, c'est les pasteurs. Voilà. Et donc, à partir de là, même la fuite est dangereuse. Et sur les 800 000 protestants, grosso modo, il y en a 160 000 à 200 000 qui vont partir à l'étranger. Alors, ça s'est fait plus ou moins vite. Voilà, ça a mis parfois du temps pour certains. Et sur ceux qui restent, donc à peu près 600 000, il y en a à peu près quelque chose comme 350 000, un peu plus, peut-être 400 000, qui vont conserver intérieurement la religion, qui vont parfois pouvoir pratiquer en secret, sachant qu'à l'époque, détenir une Bible chez un simple particulier est quelque chose de suspect, justement, à cause de ça. Et puis, il y en a 250 000 qui, eux, deviendront catholiques définitivement. Voilà.
Alors ils vont partir toujours vers les pays qu'on a cités la dernière fois, l'Empire germanique, la Suisse, l'Angleterre, les Pays-Bas, les Provinces-Unies. Certains, à partir de l'Angleterre et des Pays-Bas, vont gagner l'Afrique du Sud, l'Amérique. Et ils vont aller non pas grossir les colonies françaises d'Amérique, parce que le roi de France implique la même persécution dans ces colonies. Non, ils vont aller dans les colonies anglaises ou hollandaises, parce que le roi d'Angleterre, lui, a cette technique de dire, puisque l'anglicanisme, c'est un peu une synthèse entre catholicisme et protestantisme, les catholiques qui ne sont pas contents de cette synthèse-là, ou les protestants qui ne sont pas contents, qui veulent une réformation à la genevoise, sur le modèle de Calvin, si vous n'êtes pas content, allez en Amérique. Voilà. Et les réformés vont fonder la Nouvelle-Angleterre autour de Boston. Les Quakers, qui sont issus des réformés un peu loin, ils vont aller en Pennsylvanie. Les catholiques vont fonder le Maryland, l'État de Marie. Voilà. Et donc c'est encore l'exil, le refuge. Alors il ne faut pas croire qu'ils sont accueillis à bras ouverts parce qu'ils arrivent en pays protestant. Certains vont arriver dans une ville, ça se passe mal, vont repartir dans une autre. Et donc ils vont aller comme ça, parfois dans un endroit, ils vont plus ou moins se fixer, puis après, ça va peut-être être avec la colonisation, le départ vers d'autres continents. Et puis certains protestants qui, eux, sont dans les pays où le protestantisme est établi, voient d'un mauvais œil ces protestants français qui vont pratiquer en secret le culte, parce qu'ils désobéissent au roi. Et à l'époque, l'obéissance aux autorités est quelque chose de fondamental. Un roi, il a beau être protestant, quand il voit des gens qui ont désobéi à leur propre roi, il faut bien comprendre que souvent, nous, on met en avant la Révolution. 150 ans avant la France, les Anglais, pour des guerres de religion, ont décapité un roi. Alors, après coup, il y en a qui ont appelé ça la première révolution anglaise, puisqu'il y en a eu une deuxième, mais les monarchistes ont appelé ça la grande rébellion. Donc, c'est pas toujours simple. Et puis même, le temps qu'ils traversent la France, s'ils sont découverts, ils peuvent être condamnés ils peuvent mourir, ils peuvent être condamnés aux galères, c'est-à-dire ramer dans des bateaux où les conditions de vie sont épouvantables et où beaucoup meurent jeunes. Voilà. Et en tout cas, ils vont grossir les rangs des protestants d'autres pays. Et alors, parfois, par exemple, certains vont gagner le Danemark, et au Danemark, vous avez aussi des réformés. Le Danemark est luthérien. Vous avez aussi des réformés allemands. Mais comme, à un moment, on a une reine du Danemark qui est elle-même allemande et réformée, elle obtient de son mari, le roi, de créer une paroisse réformée à Copenhague. Vous allez voir après pourquoi j'insiste sur le Danemark. Et à Copenhague, et on va avoir un temple où on aura le culte tous les 2 semaines, par alternance, une fois en allemand, une fois en français. Voilà. Et on arrive au moment de la Révolution, où les protestants français vont obtenir, alors en 1787, ils obtiennent d'avoir un état civil. Ils n'obtiennent pas la liberté de culte, pas la liberté de religion, mais au moins un état civil. Parce que tant que vous n'étiez pas marié à l'Église catholique, il n'y avait pas de mariage à la mairie, il n'y avait pas de mairie. Donc, vous étiez des gens adultérins, vos enfants étaient des bâtards, les problèmes d'héritage que cela posait étaient énormes, et puis il suffisait que dans la famille, il y a un catholique qui dise moi je suis marié légalement et autres, donc je rafle l'héritage, donc voilà, ça posait des problèmes. Il y a des familles qui étaient en partie parties à l'étranger, donc il y avait des allers-retours. Et en 1787, ils obtiennent au moins d'avoir un état civil. Et on est, avec l'influence des Lumières et autres, voilà, la pression, la persécution, ça fait déjà 20 ans qu'elle a bien baissé. Dans certains endroits, les rois de France, pour le commerce, ont attiré des marchands d'Europe du Nord, donc ils les ont autorisés à avoir des cultes. Et donc, grâce à ces gens d'Europe du Nord, les protestants français, même s'ils n'ont pas le droit, vont parfois aller au culte. Alors, les protestants parisiens essayaient d'utiliser les chapelles des ambassades de Suède, du Danemark, allemand, des Pays-Bas ou de l'Angleterre, même s'ils n'avaient pas foncièrement le droit. Mais dans d'autres villes, par exemple au Havre, le culte protestant va être établi parce que les marchands scandinaves et allemands demandent d'avoir un pasteur. Ils vont l'avoir, et on leur dit attention, un pasteur qui prêche en allemand, ça pourrait être dangereux s'il prêche en français. Et puis eux, finalement, ça va faire tache d'huile et ils vont tenir quelqu'un qui prêchera aussi en français. Et là, on arrive à cette 3e phase, puisque très vite va s'enchaîner la Révolution. La Révolution va avoir, au départ, les protestants vont dire chouette, on va pouvoir construire des temples et autres. Et puis il y a une phase de persécution religieuse violente, de déchristianisation durant la Révolution. Donc, retour en arrière, et puis il va falloir attendre la période napoléonienne pour que là, avec du temps et progressivement, les protestants puissent retrouver une vraie liberté, même si la religion catholique reste, comme le dit le Concordat, la religion de la grande majorité des Français. Et pourquoi je vous parle du Danemark ? Parce qu'à un moment,
va arriver à Copenhague un pasteur suisse, Jean Monod. Il arrive là-bas, ouais, c'est pour ça que je regardais Noël. Il arrive là-bas et il tombe amoureux, on va dire, de Louise de Coninck. Et alors là, on est dans l'histoire protestante française en toute sa splendeur. On est vers 1800. Louise de Coninck, elle descend de marchands néerlandais qui sont venus pour les affaires à Copenhague. Mais parmi ces Néerlandais, il y en avait certains, c'était des réfugiés français. Voilà. Et ils vont avoir 8 enfants à Copenhague. Après, avec la liberté de religion, ils s'installent à Paris. Il faut tout reconstruire dans le protestantisme français. Il n'y a plus rien. Il y en a qui n'ont pas vu de pasteur pendant un moment. C'est pas parce que de dire sous Napoléon c'est bon, il y a la liberté. Non, non, ils vont pas avoir de pasteur, ils vont pas avoir de temple pendant 130 ans, 140 ans. Et ils s'installent à Paris. Ils ont encore 5 autres enfants, donc ça fait 13. Et là, les Monod, si vous voulez, c'est la famille protestante par excellence. Je vous donne un exemple. Là, depuis 2013, sort par tome, il y aura 6 tomes en tout, le dictionnaire bibliographique des protestants français de 1787 à nos jours. Le tome 4 sort à la fin de la semaine prochaine. Là, il y a le Salon du livre protestant à l'Institut protestant de théologie à Paris. Et en avant-première sort le tome 4, les lettres M à Q. Il y a 50 monos au moins. C'est le record. Hein, voilà. Il y aura les banquiers malais aussi. Voilà. Et puis là, voilà. Et puis pareil, les malais, c'est des Rouennais qui ont fui en Suisse, qui sont devenus banquiers, qui sont installés à Paris, qui avaient des hautes fonctions à la Banque de France. Et donc ces familles-là, on s'aperçoit que, elles vont grandement participer à la renaissance du protestantisme. Alors, y compris des gens qui sont d'origine réformée française, hein, qui ont fui. Mais voilà. Et je vais y venir. Alors, oui. Il y a 2 choses en fait. Il y a ces personnes parfois fortunées, ou même parfois certains qui viennent juste en France parce que c'est la révolution industrielle et qu'on vient là pour faire fortune, ou parce qu'on vient d'Allemagne et d'Angleterre, on a déjà des usines et qu'on fait appel à des ouvriers anglais ou allemands pour travailler dans les usines en France. Donc il y a cet apport étranger qui est important, mais il y a aussi ces 350 000 protestants français réformés de la France de l'intérieur et ces 250 000 luthériens et réformés alsaciens qui ont été rajoutés par la suite, qui sont là. Et donc les deux se rencontrent. Et là, ça va permettre l'émergence de la restauration d'églises. Et là, par exemple, on a dans le Mantois 7 temples qui vont être construits. Voilà. Ici, c'est le temple de Bénécourt que vous avez, 1844 ou 1864. Voilà. Et donc, des temples vont... Voilà. Et on a en même temps, en gros, les 1830, 1880, une période de prosélytisme protestant, luthéro-réformé. Après viendra le temps du prosélytisme évangélique, mais luthéro-réformé pour le coup. Et là, le hameau de Senneville, par exemple, c'est à Guerville, sous l'influence de ce prosélytisme, beaucoup de gens se convertissent, on crée un temple et on crée des écoles. Voilà, on est avant l'école publique, gratuite, laïque et obligatoire de Jules Ferry. Donc les protestants vont créer des écoles pour que leurs enfants échappent à l'emprise des écoles catholiques. Et puis parce qu'il n'y a pas toujours d'écoles protestantes, voilà. D'écoles publiques, tout simplement. Et le rôle de cet apport étranger, on va le voir à Mantes, là ça, c'est notre temple. Le temple de Mantes va être construit grâce au baron Fernand de Schickler. Fernand de Schickler, son grand-père, qui était un banquier berlinois, s'installe à Bordeaux. Et puis le père de Fernand, lui, va s'installer de Bordeaux à Paris. Ils sont toujours banquiers, ils sont assez fortunés. Et il va demander la construction de Mantes parce que lui s'est installé à Vernon. Pourquoi Vernon ? Parce que sa sœur, Malvina, a épousé le député maire de Vernon, le duc Suchet d'Albufera, un descendant d'un duc d'Empire de Napoléon Ier. Et en plus d'être député maire de Vernon, Suchet d'Albufera est secondairement le vice-président de la compagnie du canal de Suez, donc une entreprise qui roule très très bien à l'époque. Hein. Voilà. Et le mariage de Malvina de Schickler avec Suchet d'Albufera illustre aussi le fait que certaines familles protestantes, une fois qu'elles sont enrichies, soit par mariage, soit par conversion, vont s'intégrer à la noblesse ou à la bourgeoisie catholique. Et ça, on peut le voir, il y a des exemples à Rouen, il y a des exemples dans l'Aisne, enfin, on le voit beaucoup. Donc Malvina, sa sœur, se marie avec un catholique et toute la descendance jusqu'à nos jours est catholique. Et donc Schickler, lui, s'installe à Vernon, il va racheter le château de Bizy.
Alors il est à Paris, lui, mais voilà, c'est sa résidence de campagne, si on veut. Et donc, il finance la construction. Alors ça, c'est son château qu'il fait largement modifier, qui est visitable, hein, et qui est toujours dans la famille Suchet d'Albufera. Voilà. Dans la famille de sa... Alors oui, excusez-moi, je n'ai pas dit pourquoi. Schickler n'a eu qu'un fils qui est mort en bas âge, et donc il lègue le château de Vernon au fils de sa sœur. Voilà. Et donc voilà. Et Schickler, lui, en plus d'être banquier, va être un généreux mécène. Il ne finance pas que le temple. Il va largement financer la Société d'histoire du protestantisme français, qui a un très bel immeuble rue des Saints-Pères à Paris, très proche du boulevard Saint-Germain, très proche de Sciences Po. Cet immeuble, c'était le sien, qu'il a légué. Et il a été président pendant quasiment une quarantaine d'années de la Société d'histoire du protestantisme français. Donc là, on est toujours dans ces réseaux protestants qui vont reconstruire le protestantisme une fois la liberté obtenue. Et alors c'est marrant parce que quand on regarde les archives du consistoire de Rouen, alors sous le concordat, donc suite à ce que Napoléon, il fait d'abord un concordat avec le pape, et puis il autorise les réformés et les luthériens à être des cultes reconnus, comme les juifs. Et donc les protestants étant des cultes reconnus, ils vont être organisés selon des lois qui sont parfois compliquées. Les réformés français n'ont pas le droit d'avoir un synode national. Voilà, c'est comme ça, c'est dans la loi, ils l'empêchent. Mais en tout cas, voilà. Schickler est à Vernon, il va au temple à Mantes, mais c'est pas toujours simple, il n'y a pas l'autoroute, il est lui à cheval, etc. Il n'y a pas de temple à Vernon. Le temple le plus proche, c'est celui de Gommecourt, près de Bonnières. Et donc les protestants de Vernon, y compris parce qu'il y a aussi une garnison de soldats, donc à Vernon, il y a certains qui sont des protestants parmi les soldats, font une pétition en disant « Nous, on veut un culte à Vernon au moins une fois par mois ». Et donc, ils envoient ça au préfet de l'Eure qui refuse. Et donc, ils font appel au consistoire de Rouen parce que dans l'organisation napoléonienne, l'Eure dépend du consistoire de Rouen. Le consistoire se réunit. Et là, ils disent on va demander au ministère des cultes d'autoriser un culte à Vernon par mois. Et comme s'il y a eu une réponse négative du préfet, on va demander à quelqu'un qui est un grand industriel de Rouen, dont le frère a été Premier ministre, président du Conseil. On dit est-ce que tu peux pas demander à Guizot, le fils de l'ancien Premier ministre, qui est au ministère des cultes, qu'est-ce que va décider le ministère? Est-ce que la réponse pourrait être positive? Et là, on voit ces réseaux, ces connexions, ces fraternités en quelque sorte pour restaurer le protestantisme. Et à la fin, en 1878, on a une autorisation pour avoir un culte à Vernon. Le protestantisme français se reconstruit. Dernière étape, on va faire un bond de quelques décennies. On va arriver à l'époque de la Seconde Guerre mondiale. Dernière chose dont je voulais parler parmi les itinéraires, les réseaux. Et c'est les itinéraires, les réseaux et connexions de la résistance. Et là, vous avez donc Gérard Monod et Madeleine Monod. J'ai oublié de mettre son nom de jeune fille, excusez-moi, j'étais en train de le faire. Ce sont les grands-parents de Noël. Voilà. Donc je vous ai dit, on fera des allers-retours entre l'histoire, grande histoire et l'histoire locale. Alors, ce sont des Parisiens, Madeleine et Gérard Monod, et ils ont acheté un domaine à Aubergenville, le domaine de Montgardet. Alors c'est marrant, je vais juste avancer, je vais revenir après. Voilà, là vous avez une carte. Alors, ici c'est le centre d'Aubergenville, le domaine, le rectangle boisé que vous avez ici, et juste ici vous avez un hameau d'Aubergenville qui s'appelle le hameau de Vaux-les-Huguenots. Ça faisait partie de ces terroirs protestants disséminés du Mantois, qui avaient gardé la foi, quelques-uns, malgré les persécutions. On reconstruit un temple après la fin de la persécution, aujourd'hui qui est en ruine et maintenant le terrain où il y avait le temple fait partie d'une propriété privée. Et donc, par contre, on ne s'en aperçoit pas, mais c'est un vallon en fait, là où il y a Vaux-les-Huguenots. Donc le domaine où sont les Monod est en surplomb. Voilà. Et ils font construire, alors il y a 5 demeures sur le domaine, il y a une ferme, voilà, et ça c'est la demeure principale. Alors pourquoi les réseaux de la résistance? Gérard et Madeleine Monod sont très liés à l'association des diaconesses de Reuilly. C'est une forme de monachisme protestant, si on veut, voilà. Et elles ont un hôpital à Paris dans le 12e arrondissement. Mais avec la guerre, ou un peu avant la guerre,
elles ont, je pense que c'est avec la guerre, elles se sont aussi installées à Montgardet, à Aubergenville. Et là, le pasteur, l'aumônier, le président des diaconesses de Reuilly, le pasteur Loga, qui a été pasteur d'abord à Rouen et qui a œuvré aussi pour la cause, qui est une œuvre qui est à Carrière-sous-Poissy, mais on y reviendra peut-être au moment des questions, leur dit, voilà, on est une famille juive, le père a été déporté, puis on s'apercevra par la suite qu'il a été assassiné à Auschwitz, il reste la mère et les 2 enfants. Il faut trouver quelque chose. Et donc les monos, eh bien, vont cacher la mère. Les enfants, devenus beaucoup plus âgés, c'est Denise et Henri Walachman. Donc ils vont cacher leur mère à l'hôpital des Diaconesses à Paris, comme étant une infirmière. Et Denise et Henri vont venir habiter à Montgardet. Et là, on est toujours dans cette idée de réseau, connexion, parce que les diaconesses de Reuilly, on vend il y aura une descente de police, justement, parce que vu qu'elles se sont repliées à Montgardet, eh bien, et que les autorités ne sont pas non plus niaises, elles savent très bien que certaines institutions abritent des résistants ou des juifs, eh bien, elles ont vendu ça. Donc, la fille, Denise, va être ramenée à Paris, où elle vivra le reste de la guerre dans l'appartement des monos. Et Henri, lui, eh bien, sur le domaine de Montgardet, sera employé de ferme. Et il va vivre avec les fermiers durant tout le reste de la guerre. Après la guerre, eh bien, la famille sera réunie, voilà. Et en 2007, oui, l'Institut Yad Vashem, qui recense les personnes non juives qui ont sauvé des juifs pendant la Seconde Guerre mondiale, a décerné alors à titre posthume le titre de Juste parmi les nations à Gérard et Madeleine Monod. Et c'est pour cela que, comme il y avait des problèmes d'adresse à Montgardet, parce qu'il y a plein de choses qui s'appellent Montgardet à Aubergenville, il y avait des problèmes de courrier et autres, eh bien, la mairie a décidé ces dernières années, la route que vous avez en jaune, fluo, de l'appeler le chemin des Justes. Voilà. Cette année, c'est ça, hein? Oui, c'est cette année. Voilà. Et donc, voilà, on est toujours... Alors, il ne faut pas croire non plus que tous les protestants ont été résistants. Vous en avez eu à Vichy. Voilà, il y en a eu. À Rouen, celui qui fonde l'association des Amis du Maréchal est de famille protestante. Alors, il s'est marié avec une catholique. Est-ce qu'il s'est converti ou pas? Je ne suis pas sûr, je n'ai pas de traces, ni d'inhumation protestante, ni d'inhumation catholique. Mais voilà, il ne faut pas non plus... voilà. Mais on a ces connexions qui se font, des gens qui vont... alors là, je voulais un exemple local, mais si vous allez dans les Cévennes, vous avez des gens qui n'ont pas vu un juif de leur vie. Et notamment, on va dire, des groupes protestants assez minoritaires, en retrait des autres, comme les darbistes, on va dire, ils sont fermés et autres. Mais eux, dans leur histoire, comme l'écrivait Jean Carbonnier au début, cet autre Israël, ils ont cette idée que, oui, ils sont un deuxième Israël, qui ont été persécutés. Comment on appelle la période de persécution des protestants français? Le désert, en référence aux Hébreux dans la Bible qui errent dans le désert après être partis d'Égypte et avoir fui la menace du Pharaon. Et donc, ils ont cette identification-là. Et donc, on a des protestants français dispersés dans les montagnes des Cévennes. On leur dit qu'il faut cacher des juifs, et ils le font. Ils le font alors qu'ils pourraient risquer la déportation. La fille d'un pasteur de Rouen, elle, le jour où on impose le port de l'étoile jaune, dans Paris, elle se trimballe avec une étoile jaune. Et son père, en chair, alors qu'il sait qu'il est surveillé, lui, il s'amuse, au moment du statut des Juifs, à prêcher sur, justement, Pharaon contre les Juifs, en disant, oui, Pharaon a tous les pouvoirs sur les Juifs, mais Dieu a tous les pouvoirs sur Pharaon. Vous voyez ? Et d'ailleurs, sa fille, donc, qui va être résistante, va partir en déportation. Elle sera notamment dans le camp Ravensbrück, et deux fois, elle échappe à la sélection à la chambre à gaz. Bon, d'autres, malheureusement, n'auront pas cette chance-là. Vous voyez ? Et donc, voilà, le protestantisme français, comme il s'est installé, notabilisé et autres, il s'est diversifié sur le plan des idées, de la politique et autres. Et donc, certains vont être du côté de Vichy, voire de l'alliance avec Hitler, mais une proportion assez importante, parce qu'elle s'est identifiée aux persécutions des Juifs à travers l'histoire des persécutions protestantes françaises, eh bien, va avoir ce réflexe-là. Et c'est ce qui permet aussi de comprendre pourquoi. Eh bien, cette attitude très favorable a été plus forte que dans d'autres pays protestants. On peut se dire, attendez, pourquoi des réformés français le sont beaucoup plus
que d'autres réformés, par exemple suisses. Alors oui, il y en a des juifs qui fuient en Suisse, mais ça ne veut pas dire que tout le monde est heureux de les accueillir à bras ouverts, vous voyez. Eh bien, c'est aussi cette histoire, voilà, d'exil, de souffrance, de chemin. Et justement, pour finir, puisqu'on est sur les itinéraires, les connexions et les réseaux, il existe, alors c'est le site internet, je l'ai mis juste en haut, je n'en ai pas parlé tout à l'heure parce que j'allais partir dans beaucoup de choses, le site qui s'appelle surlespadeshuguenots.eu, Huguenot étant le nom qu'on donnait aux protestants français avant la Révolution. Et le nom en entier du site, donc c'est Sur les pas des Huguenots et des Vaudois, qui parle justement de ces chemins de l'exil, de l'itinérance. Et donc vous avez des chemins référencés comme des GR, il y a 1600 km à faire, si vous avez envie, il y a de quoi, qui partent des vallées vaudoises italiennes, qui partent du musée du protestantisme dauphinois dans la Drôme, et qui passent par la Suisse et par l'ouest de l'Allemagne jusqu'au musée Huguenot, dont j'ai oublié le nom, qui est dans le nord-ouest de l'Allemagne, du côté de la Basse-Saxe. Voilà. C'est un site qui est toujours actif, qui est financé par le Conseil de l'Europe, voilà, et qui illustre bien, encore de nos jours, c'est bien ce thème qui collait exactement au protestantisme français, itinéraire, réseau et connexion. Je vous remercie. Oui, c'est bon. C'est assez énergique. S'il y en a qui ont une question, quelque chose, une réflexion, un tiens, ou peut-être une précision, peut-être quelque chose où le style a soit pas été clair, ou au contraire vous voudriez qu'il aille un peu plus loin, et ben voilà, si tu es d'accord. Oui, pas de souci. Des questions. Donc, on a parlé de la famille Monod, alors du coup, Noël. Ah non, il y a quand même une représentation. J'avais vu à Pointe-Laval, tu sais, le départ du chemin des Huguenots pour rejoindre la Suisse. Est-ce qu'il y avait un chemin qui partait aussi de Mantes et du Mantois pour se réfugier Alors, il faut bien comprendre qu'à l'époque, comme le roi de France, Louis XIV, n'a pas respecté ce qu'on appelait le ius emigrandi, le droit d'immigrer pour ceux qui refusaient la conversion, ils font comme ils peuvent. Alors, il y a des points qui sont forcément dans les Alpes, vous ne pouvez pas passer n'importe où parce qu'il y a des cols alpins, hein, voilà. Mais c'est très, très différent. On a par exemple des nobles du côté de Dieppe, ne serait-ce que gagner le bord de mer à la tombée de la nuit ou au lever du soleil pour choper un bateau pour aller en Angleterre, eh bien, ils se font arrêter à ce moment-là. Voilà. Donc, voilà, ils font comme ils peuvent. Et là où ils peuvent, sachant que après, il y a des communautés qui vont se fixer dans tel quartier de Londres ou des choses comme ça. Et d'ailleurs, si vous allez à la cathédrale de Canterbury, vous avez donc la cathédrale, le chœur est surélevé. Et en rez-de-jardin, si on veut, il y a une crypte où vous avez encore tous les dimanches après-midi le culte huguenot en français. Les gens, ils sortent du culte, ils parlent tous en anglais parce qu'ils sont en Angleterre depuis X années. Mais pendant le culte, tradition oblige, on fait le culte en français. Voilà. Mais il n'y a pas d'autoroute en soi, il n'y a que dans les zones de montagne où là, il y a des passages obligés parce qu'on n'a pas le choix de l'itinéraire. Mais, et puis, bon, moi je suis plus 19e, 20e, donc là, franchement, je t'avoue mes limites. Il y a 40 ans, un peu plus de 40 ans, il y avait à Londres une exposition sur l'apport des protestants français à l'industrialisation de l'Angleterre, enfin des immigrés français justement qui sont arrivés sous Louis XIV, et c'était énorme l'apport que ça a fait au développement de l'Angleterre. Oui, alors le problème aussi à l'époque de Louis XIV, c'est que bon, on n'a pas l'INSEE, donc des fois on a des chiffres totalement, moi je vous ai dit, 160 000, 200 000 protestants qui fuient. Il y a des catholiques qui disent « mais non, 50 000 à tout casser ». Il y a des protestants qui disent « mais non, 2 millions ». Voilà. Certains vont dire « mais ça a ruiné le pays ». Non, ça n'a pas ruiné le pays. Par contre, localement, dans des villes très protestantes comme Sedan, oui, ça a provoqué un déclin de la ville énorme. Et puis, bon, des horlogers en Suisse, des viticulteurs bourguignons en Afrique du Sud, ça a forcément développé parce qu'ils amenaient dans leur pays certaines techniques. Et là, on a des bourguignons qui viennent en Afrique du Sud avec des pieds de vigne. Et c'est ça l'origine de la vigne en Afrique du Sud,
qui en plus a un climat en partie sur une partie de l'Afrique du Sud méditerranéen. Donc là, la vigne, pas de problème. Voilà. Donc ça dépend. Mais c'est vrai que comme c'était une population très artisanale ou commerçante, souvent on se dit pourquoi il y a tant de juifs dans la banque? Parce que les juifs n'avaient pas le droit d'être agriculteurs, ils n'avaient pas le droit d'acheter des terres. Et comme à leur époque 95% des gens étaient agriculteurs, eh ben, il vous restait 5% d'activité. Voilà, c'est tout. L'autre chose aussi, c'était que puisque dans la réforme protestante, on insiste sur le salut individuel et sur la lecture de la Bible, les protestants ont développé des écoles. Je ne vais pas rentrer dans le fameux débat ouvert par Max Weber, l'éthique protestante et l'esprit du capitalisme, qui est le sujet en partie le sujet de ma thèse, mais certains ont bien montré en disant, voilà, ils n'ont pas voulu développer le commerce, mais puisqu'ils voulaient que chacun lise la Bible, ben, ils ont créé des écoles, ils ont traduit les Bibles dans la langue de chacun, et puisque les gens étaient à l'école, ben, ils ont prospéré. Donc comme ils ont prospéré, ils sont plus rapidement sortis de l'agriculture et étaient vers l'artisanat, le commerce, la banque, etc., etc. De toute façon, à partir du moment où vous avez du négoce et des marchands qui se déplacent, il y a la banque qui suit, comme dans l'Italie catholique ou dans d'autres endroits. Hein. Donc voilà. Et donc c'est vrai que ça a donné un coup de fouet à certaines choses. Et notamment en Allemagne, du côté de Berlin. Pourquoi ? Parce que les guerres de religion, à un moment, en Allemagne, on trouve un modus vivendi, un mode de vie. Et puis à un moment éclate, je crois que c'est 1618-1648, la guerre de 30 ans, qui va ravager certaines zones d'Allemagne. La population autour de Berlin est décimée. Et là, on se dit, bienvenue aux protestants français pour repeupler. Parce que les seigneurs, eux, ont besoin des paysans. Le seigneur peut avoir beaucoup de terres, c'est pas lui qui va les pousser la charrue. Il a besoin des paysans qui vont lui apporter les impôts, les récoltes, etc. Et donc, on va accueillir du côté de Berlin ces protestants allemands, au point qu'à Berlin, il y a eu un temps un quart de descendants de réformés français. Voilà. Et quand vous avez un homme politique, Oskar Lafontaine, qui a fondé le parti Die Linke en Allemagne, Lafontaine, c'est parce qu'il était descendant de Guenot. Mais il y a des itinéraires dans tellement de sens. François Hollande descendait aussi de réfugiés aux Pays-Bas, et pourtant il était de famille très catholique, au point que son père, à Rouen et dans une commune de banlieue, s'est présenté sur des listes aux élections municipales avec des anciens de la collaboration et de l'OAS. Vous voyez, donc voilà, il y a des familles où ça se maintient et d'autres familles au contraire où, voilà, je vous ai parlé de Coligny, la première victime de la Saint-Barthélemy. Les seuls Coligny dont j'ai entendu parler en ce moment, c'est des catholiques. Voilà. Donc sur des siècles, il y a des évolutions dans tous les sens. Pour ceux qui ne savent pas, donc on a des photos qui sont à droite et à gauche qui sont magnifiques. Donc Cécile est une de nos photographes et Michel qui est là-bas est le deuxième photographe. Donc les trois qui sont là, c'est Michel qui est là-bas et les autres c'est Cécile qui est là. Là, je te mets la pression du coup ensuite pour donner ta question à Steve. Pardon. Alors ma question elle est d'ordre local. À Volée-Huguenot, il reste un petit cimetière Huguenot, il reste 3-4 tombes. Qu'est-ce qu'on sait d'autre sur ce qu'il y a eu dans ce hameau ? En fait, il y en a qui ont creusé la question et vous trouvez, si vous tapez Volée-Huguenot, un PDF de plus de 100 pages. Je ne vais pas le détailler aujourd'hui, je pense qu'on a déjà beaucoup voyagé. Et donc, voilà, on recherche, on explique, etc. Moi, pour préparer ça, j'ai été à Montgardet, justement, chez le cousin de Noël, et chez Michel et Nathalie Monod. Et donc, Nathalie nous a présenté le cimetière. Il y avait un panneau qui a été fait pour expliquer, mais là, le panneau, avec le temps et au fur et à mesure des années, s'est beaucoup dégradé. Moi, je l'ai pris en photo, je ne l'ai pas mis là, le panneau, parce qu'en fait, il est devenu quasi illisible. Ça pourrait être une chose de demander à la mairie d'Aubergenville de le rééditer pour que ça soit de nouveau lisible. Mais en dehors de ceci, donc il reste ce cimetière protestant qui a été nettoyé. Il y a quelques pierres tombales. Il doit y avoir aussi des gens qui ont été inhumés quelque part dans le sol parce qu'il n'y a plus beaucoup de pierres tombales, alors que sur plusieurs décennies, il doit y avoir plus de corps que ça. Et il faut bien comprendre que pendant longtemps, les protestants avaient ce souci qu'ils n'avaient pas le droit au cimetière catholique et il n'y avait pas de cimetière laïque. Donc, eh bien, on était enterrés dans le jardin, voilà, ou à la tombée de la nuit, voilà, ou des choses comme ça. Et ces cimetières-là sont devenus, en fait, il faut demander des autorisations spéciales pour pouvoir y être enterré. On l'a vu avec Alain Delon récemment, qui avait obtenu de la préfecture du Loiret l'autorisation. Ce cimetière-là, il n'y a pas eu d'inhumation depuis peut-être plus d'un siècle. Mais techniquement, ça pourrait être encore, si les démarches étaient faites, ça pourrait être encore le cas. Moi, j'ai des amis en Normandie, ils ont acheté une maison, il y a la ferme des parents juste à côté, puis il y a un îlot le long de la route entre les deux.
c'est un cimetière protestant où il n'y a plus d'inhumation, mais depuis longtemps, mais il est entretenu. Et puis, quand on fait des choses sur le patrimoine local, on passe là. Voilà. En dehors de ce cimetière-là, voilà, il reste l'ancien temple qui avait servi de grange. J'ai vu sur Internet c'était en partie en ruine, mais je n'ai pas vu sur place où il était exactement. Voilà, je n'ai pas eu le temps de plus chercher que ça. Mais cette démarche auprès de la mairie d'Aubergenville, ça pourrait être sympa, juste pour voilà, c'était un panneau, peut-être qu'il soit aussi plastifié pour pas que ça refasse la même chose, parce que c'est devenu quasiment illisible. Mais le PDF, vous le trouvez, si vous tapez sur un moteur de recherche, pour pas citer un géant du net américain, vous le trouvez dans les 5-6 premiers résultats. Voilà. Et moi, je l'avais téléchargé pour préparer ça. On a quelqu'un du conseil municipal de Mantes-la-Jolie et quelqu'un du conseil municipal de Épône qui sont là dans l'Assemblée. Peut-être qu'ils feront pression à leurs collègues d'Aubergenville. Voilà, ou quelqu'un de GPSO qui pourrait demander à la mairie d'Aubergenville. Voilà. Et alors, juste Christine, parce que du coup, j'ai affiché ces sites tout à l'heure. Non, Il y avait aussi un beau tableau qui nous a accueillis à l'entrée. Normalement, c'était expo que photo, mais avec Claude, on a réussi à mettre la pression pour que Marie-Christine, elle accepte de nous mettre un joli tableau de Bretagne et de mer. Donc voilà. Au-delà de cela, pour revenir sur les cimetières, à Seineville, il y a encore donc un temple protestant qui a été racheté qui a été repris par la mairie, et il y a un cimetière protestant qui est au milieu des champs. Et donc il y a encore les dernières tombes doivent dater des années 70, quelque chose comme ça. Et on a pu faire une illumination, une cérémonie de funérailles dans ce temple. On dirait plutôt un grand bâtiment de ferme, il faut l'avouer. Oui. Mais enfin, il existe encore. Alors, à l'époque du temple de Quevilly, on ne veut pas reproduire le modèle catholique. Alors, là où le protestantisme, l'église protestante, remplace l'église catholique, l'église catholique devient l'église protestante. Et puis Luther n'était pas contre les vitraux, etc. Voilà. Et en Angleterre, c'est aussi le cas. Là où il n'y avait plus d'église protestante et qu'on en recrée de toutes pièces, au XVIe siècle, eh bien, les protestants ont créé notamment des temples polygonaux, octogonaux, décagonaux, etc. Parce qu'on ne veut pas se focaliser sur l'autel. À l'époque de Calvin, on prend la Sainte Seine que 4 fois par an. Le centre du culte, c'est la prédication. Et donc voilà, c'est des temples polygonaux. Avec le temps, au XIXe siècle, on va avoir des temples. Là, c'est un peu néo-gothique, revival, le réveil néo-gothique, voilà. D'autres, à Rouen, c'était une église catholique qui servait de dépôt de grains, de munitions et autres que les protestants vont obtenir. Et donc, c'est une église gothique, quoi. Mais là, on va avoir une diversité, et puis alors encore plus avec les années 50, 60, 70, on le voit bien même avec les églises catholiques ou avec la révolution industrielle, on en fait de toutes sortes, voilà. Mais pour le coup, oui, vous avez des grandes fermes qui, voilà, on pourrait dire. Quelquefois, on avait vu ça dans l'Orléanais, un temple, il était fait spécialement pour pas qu'on sache que c'était un temple. Oui. Donc il était un peu polyvalent. Donc quand il y avait la persécution, ça redevenait une ferme ou ça redevenait un bâtiment municipal. Parce que il fallait que ce soit très discret, quoi. Et alors, puisqu'on a parlé de la famille Monod, donc avec 13 enfants, les Monod ont une descendance, voilà, un nombre de pasteurs énorme. Et là, je vous ai présenté l'exemple local, mais il n'y a pas que comme résistant. Il y a eu d'autres exemples, il y a eu un prix Nobel, voilà. Et il y a eu aussi des Dreyfusards connus parmi les Monod. Là aussi, on aurait pu parler, mais là, je voyais bien le temps qui tourne, donc je voulais pas, voilà. Mais on pouvait parler de réseau aussi. Pourquoi les protestants seraient plus Dreyfusards? Alors, pour les ultra-catholiques comme Charles Maurras de l'Action française, c'est logique. Le complot judéo-protestant, maçonnico, tout ce que vous voulez au bout, contrôle la France, les 200 familles, etc. Mais c'est aussi parce qu'il y a cette identification qu'on a. Les protestants, jusqu'au début du 19e siècle, voilà, vous allez trouver des Salomon, des Mardochée, des Élie, etc. Bon, il y en a encore, des Élie. Et donc, il y a cette identification. Alors, par contre, si vous êtes un protestant du côté, à proximité de l'Alsace et autres, qui a été perdu face aux Allemands, ou vous voulez montrer votre nationalisme bien français, là, vous êtes moins
moins Dreyfusards. Là, on a des Lay et des Riches, par exemple, des industriels qui viennent de l'Est, qui eux sont clairement anti-Dreyfusards. Donc voilà. Mais on a quand même beaucoup de Dreyfusards parmi les protestants, parce qu'on a toujours cette identification-là à la minorité persécutée, parce que là, il y a beaucoup de Dreyfusards parmi les républicains, et pour les protestants, la République, c'est quand même le symbole de la liberté et de l'égalité pleine, entière et totale avec les catholiques. Les toutes dernières règles anti-protestantes sont levées par la Troisième République. Et donc là aussi, on a par les protestants des réseaux qui se créent, ou qui participent à des réseaux où, si avec les protestants qui étaient Dreyfusards, ça n'aurait pas pesé lourd, 2% des gens, c'est parce qu'il y a aussi beaucoup de catholiques qui le sont. Voilà. Mais là aussi, je suis parti de la famille de Monod, où certains étaient très, très, très Dreyfusards. Voilà, on a ce lien-là avec l'histoire locale. Oui, je voudrais tout simplement dire, en complément de ce qu'a dit Marie-Christine, qu'on a fait il y a quelques années, peut-être 7-8 ans maintenant, un rallye, une sorte de rallye, pour faire le tour de ce qui existait encore dans le secteur de Mantes, pour ce qui concernait le protestantisme, c'est-à-dire des restes d'églises, des cimetières, organisés par Nathalie Monod. Elle m'a envoyé deux documents pour préparer ces journées. Et là, moi, je me suis limité à 1945, je me suis limité au protestantisme réformé, mais alors, itinéraire, connexion et réseau, si on parlait aussi du protestantisme évangélique, à l'époque d'Internet, des réseaux migratoires et autres, là, on explosait le sujet, vous comprenez bien. Donc là, j'ai voulu restreindre, mais voilà, là, on peut faire 6 mois de séminaire sur itinéraire, réseau et connexion avec les protestants, quoi. Alors, dernière chose, parce que j'ai parlé dans la lecture du début du colloque de Poissy, et voyons que le temps tournait, j'ai pas... Juste avant que les guerres de religion éclatent, l'année 1561, donc c'est la veille de l'année qui précède le début des guerres de religion, est organisé à Poissy, à la demande de la régente Catherine de Médicis et de son chancelier, un colloque pour essayer d'arrondir les angles et d'éviter justement cet affrontement qui est grondé. Et Calvin ne vient pas parce que c'est trop dangereux, parce que sa santé est chancelante, il est dans ses dernières années, parce qu'il n'est pas idiot et qu'il sait très bien que Jean Hus, le Tchèque, à qui on avait donné un sauf-conduit pour aller jusqu'au synode, enfin pas synode, le concile de Constance, a été brûlé sur place, à Constance, donc son sauf-conduit avait bien été respecté. Et donc il reste à Genève, mais il envoie son second, Théodore de Bèze. Il est accompagné de différents pasteurs. Et quand je disais certains groupes, Monaco ont été plus touchés que d'autres, il est accompagné du pasteur de Rouen, Augustin Marlerat, qui était un ancien moine, voilà, qui a gagné Genève à un temps, et puis qui est revenu en France, qui a été pasteur alors qu'il venait de la cathédrale de Bourges, où il prêchait à la cathédrale de Bourges, il gagne Genève, puis il repart pasteur de Rouen, et puis il va à Poissy pour le colloque, donc on est toujours dans ce réseau itinérance connexion. Et là, ça fait flop. Pourquoi ? Parce que on se dit, on va concéder certaines choses aux protestants. Bon, ok, vous allez avoir le droit de prendre la communion sous les deux espèces, le pain et le vin, etc. Mais c'est déjà trop tard, en fait, parce qu'il y a eu ce qu'on appelle la construction confessionnelle. Il y a le dogme catholique qui va être réaffirmé par le Concile de Trente. Il y a le dogme protestant qui est déjà constitué.
Et les réformateurs ne veulent pas de quelques concessions, quoi. Alors souvent on dit ah oui, il y a l'autorité du pape. Non, mais c'est pas ça. Oui, il y a toujours des questions de pouvoir, soyons clairs. Mais la question du salut par la foi, de ces choses-là, elle est tellement importante qu'ils ne veulent pas revenir en arrière. Ils ne veulent pas une réforme à l'eau tiède, si on veut. Et donc ce colloque de Poissy, je voulais y revenir parce que je l'ai introduit, puis finalement j'en ai pas parlé, et puis aussi parce que c'est l'histoire locale. Ça a été cette grande tentative de concilier l'élite catholique, de l'Église catholique et les réformateurs français, et malheureusement n'a pas abouti. Et dès l'année suivante, un massacre de catholiques, de protestants dans l'est de la France déclenche les guerres de religion qui vont durer, alors avec des pauses, pendant 36 ans. Voilà. Il y aura 8 guerres de religion, avec 8 édits de pacification qui doivent mettre fin aux guerres. L'un des derniers édits, c'est l'édit de Mantes, pas de Nantes dans l'ouest, mais de Mantes, Mantes-la-Jolie, de 1591. Et puis il y aura quand même une dernière, 8e et dernière guerre de religion, et avec cette fois-ci l'édit de Nantes, dans l'ouest, qui cette fois-ci mettra un terme définitif au conflit.